Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Jour après cette belle reprise de relations France-Maroc, sur un sujet d'actualité, un sujet qui nous touche de près pour une reprise sur des bases solides, sur des bases de grande confiance. On vous laisse avec cette chanson en attendant qu'on rentre en contact avec nos intervenants. أنا فقير دراهم يومي معدودة، إنما عندي قلب كبير بحر شطئان وممدودة. يا بنت الناس أنا فقير دراهم يومي معدودة، إنما عندي قلب كبير بحر شطئان وممدودة. فايض بالمحبة والخير بابو ما هي مسدودة، فايض بالمحبة والخير بابو ما هي مسدودة. أو عليها وقف عالسر وفهميني 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 يا بنت الناس. يا بنت الناس العش خضار وبيدي أنا بني، غدا بفضل ربي عمر سبحانه الأمر بين يديه. يا بنت الناس العش خضر بيدي أنا بني، غدا بفضل ربي عمر سبحانه الأمر بين يديه. إلى راد الخبزات كبر كرم الله تشوفي، إلى راد الخبزات كبر كرم الله تشوفي. وإياك تقطعي لي العش خضر العش خضر العش خضر العش خضر. يا بنت الناس دراهم يومي معدودة، إنما عندي قلب كبير وحش طعن وممدودة. دراهم يومي معدودة، إنما عندي قلب كبير وحش طعن وممدودة. فايض بالمحبة والخير باب ما هي مسدودة، فايض بالمحبة والخير باب ما هي مسدودة. أو عليها وقف عساس فهميني فهميني وفهميني وفهميني يا بنت الناس. على هذه الأنغام الجميلة لأستاذنا الكبير عبد الهادي بالخياط نقول لكم مرحبا بكم بليميسيون أرك-en-ciel، برنامجكم أرك-en-ciel sur Radio Pluriel.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, une relation ancestrale, une relation fondée sur une confiance mutuelle depuis toujours. L'émission Arc-en-Ciel, depuis le commencement de cette crise, cette grippe passagère qu'on l'a qualifiée de grippe passagère depuis son commencement, l'émission Arc-en-Ciel, il était parmi les premiers à dénoncer cette situation inédite. Et nous sommes très heureux qu'il y ait un grand nombre de nos intervenants que nous qualifions des pionniers dans la dénonciation de cette situation inédite entre la France et le Maroc. Et louange à Dieu. Maintenant, avec ce réchauffement tant attendu entre la relation France-Maroc, et afin de donner la parole à des spécialistes en la matière sur la portée de cette reprise de relations sur un niveau très élevé entre le Maroc et la France, nous sommes en direct avec un professeur de renom, un professeur qui est connu à l'échelle internationale, qui nous donnera son avis en tant que Marocain. Et après lui, nous aurons un deuxième professeur de renom sur cet rapprochement tant attendu. Nous sommes en direct avec le professeur Mohamed Ben Hammou. Bonjour professeur. Bonjour. Marhaban, monsieur le professeur, et avant tout, bonne année et meilleurs vœux à vous et à vos proches. Et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce jour. Merci, moi aussi, et je suis heureux d'être sur les ondes de votre radio très dynamique, et c'est un plaisir pour moi aussi, à travers vous, de passer le bonjour à la communauté marocaine à Lyon et dans sa région, et aussi donc tous mes vœux pour tous vos auditeurs marocains et français et étrangers. Merci professeur Ben Hammou. Donc juste une petite aperçu parce que votre parcours il est très très large et varié et j'arriverai jamais à le finir durant cette émission. Mais par contre je vais essayer d'en faire en sorte de simplement de donner quelques réalisations, quelques compétences de monsieur Ben Hammou. Monsieur le professeur Mohamed Ben Hammou est expert international sur la question stratégique de sécurité et aussi il est président de la Fédération africaine et des études stratégiques. Mais aussi, il est président fondateur du Centre marocain des études stratégiques, SAMES. Il est lauréat de la prestigieuse École de Paris, l'ENA. Professeur, vous avez suivi avec nous cette évolution inattendue de cette reprise, tant attendue sur la relation France-Maroc. Que vous inspire-t-il ? Ça m'inspire des relations entre deux grandes nations et des relations entre deux vieilles nations et des relations aussi entre deux amis qui ont été tous les deux grands acteurs dans le passé et qui sont aujourd'hui aussi donc grands acteurs dans le présent et qui le seront dans l'avenir. Cette reprise et ce dégel dénote d'une volonté de la part donc des deux pays à aller vers un avenir commun et à consolider encore davantage les acquis. L'amitié maroco-française est une amitié multiséculaire. L'amitié franco-marocaine est une amitié qui est basée sur le respect mutuel et sur le développement d'intérêts communs, et l'amitié maroco-française est une amitié aussi soudée par des liens humains. Il y a aujourd'hui sur le sol français beaucoup de Marocains et beaucoup de Français d'origine marocaine, et ce lien humain, donc qui est très fort et qui dépasse par son nombre donc le million, est consolidé aussi par la présence sur le sol marocain
et au Maroc de plus de 80 000 Français qui y vivent et qui y sont installés et qui y sont attachés. Donc ce sont des liens historiques, ce sont des liens humains, ce sont des liens aussi qui ont un caractère économique et ces liens donc sont très forts. La France a toujours été un grand partenaire du Maroc et elle a été aussi et elle est donc l'un des principaux partenaires économiques du Maroc, et le Maroc offre aux entreprises françaises une opportunité aussi de se développer et de développer une plus-value française au Maroc. Donc ce sont des relations qui sont bien ancrées et des relations que aujourd'hui justement, donc même si non, là j'aurais du mal donc à le prononcer. Ce n'est pas par épisode, donc elles connaissent donc ou elles peuvent donc connaître quelques frissons, quelques frissons. Donc je dirais que là nous sommes dans un début donc de dégel, et ce dégel donc nous montre que nous sommes en train donc d'aller vers la normalité dans cette relation d'amitié entre les deux pays. Ma question, professeur, c'est une question qui s'adresse à un expert en termes de stratégie de sécurité. Comme vous le savez, maintenant le monde est fondé sur des polaires, donc il y a plus que cette relation nord-sud ou est-ouest. Maintenant, c'est des groupements de pays qui se fait partout dans le monde. Vu la situation géographique, et deux aussi historique du Royaume du Maroc et son rapprochement par rapport à l'Europe, et comme quoi simplement c'est le portail de l'Afrique vers l'Europe, et il ne sépare à l'Europe que 14 kilomètres, voire même maintenant avec les deux enclaves Ceuta et Melilla, l'Europe elle est déjà sur le territoire marocain. Ma question, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre les choses au sérieux, que le destin sécuritaire, et là je précise et je pèse mes mots, le destin sécuritaire des deux rives doit être la priorité des priorités, et pour que les Européens, et notamment les Français et les Espagnols, s'ouvrent d'une manière assez importante sur les compétences, je dis les compétences avec un C, de système sécuritaire dans notre royaume. Oui, comme vous le dites à juste titre, nous sommes dans une période de l'histoire du monde qui a plusieurs caractéristiques. Nous sommes aujourd'hui donc après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, après la déconfiture et la dislocation de l'Union soviétique, et après les attentats criminels donc du 11 septembre et etc. Donc et jusqu'au acte terroriste barbare dont a été victime la France, et lors donc de ce mois donc de janvier, et donc ces actes condamnables et ces actes bien sûr donc qui nous rappellent aujourd'hui que nous faisons face à un ennemi commun, et que donc cet ennemi donc frappe là où il peut, et que donc cet ennemi n'a pas de nationalité, il n'a pas de religion. Cet ennemi donc est tout simplement donc ce sont donc des criminels, et ce sont donc des annihilistes et des gens donc qui n'ont aucun respect à la vie humaine. Donc nous sommes dans une ère marquée et nous le vivons donc de plein fouet en étant donc au Maroc. Nous sommes au cœur d'une région aujourd'hui qui connaît beaucoup de bouleversements, et nous sommes
aussi donc au cœur d'une région donc qui est minée par par plusieurs vulnérabilités. Il est clair que ces bouleversements en Afrique du Nord, dans certains pays de la région, ces bouleversements aussi dans la région du Sahel et du Sahara, ces bouleversements dans la partie orientale de la Méditerranée font que le Maroc, qui est justement donc ce pays carrefour, et le Maroc qui est à la pointe à la fois de l'Afrique vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi donc cette porte de l'Afrique et du monde arabo-musulman qui s'ouvre sur l'Europe, et cette porte aussi donc pour l'Europe qui s'ouvre sur l'Afrique et sur le monde arabo-musulman. Donc le Maroc aujourd'hui qui est le pays stable, et on voit que malheureusement donc la denrée de la stabilité aujourd'hui donc est rare dans cette région. Le Maroc qui en tant que pays stable, en tant que pays qui enrichit, renforce la consolidation donc de l'État démocratique, l'État de droit. Et de l'État aussi. Ce que je profite peut-être au passage pour dire que le Maroc en tant donc qu'institution et en tant qu'État est un État qui est bien ancré dans l'histoire. L'État au Maroc existe depuis l'an 788. Il y a eu des changements de dynastie, et la monarchie aujourd'hui au Marocaine donc est l'une des 5 plus vieilles monarchies au monde. Il y a eu des changements donc de dynastie, mais jamais un changement donc du régime politique, et jamais une disparition donc de l'État, ce qui fait que donc nous sommes face à un État multiséculaire et face à un État qui est bien ancré. Donc les défis d'aujourd'hui, dans un monde aussi, on le voit, comme Serdrif vous l'avez mentionné, nous sommes dans un monde qui se recherche encore. Nous sommes dans un monde qui est à la quête d'un nouvel ordre, et ce monde d'aujourd'hui, il se dessine avec beaucoup d'incertitudes malheureusement, et l'avenir de ce monde aujourd'hui donc est tracé par plusieurs points d'interrogation malheureusement, et la communauté internationale donc face à la complexité et à la multiplicité aussi donc des problèmes semble être dans l'impasse. Et si je dois aujourd'hui donc dire le monde dans lequel nous vivons, il s'articule autour de quoi? Je dirais autour de 3 I. Le premier I, c'est le I des incertitudes. Le deuxième I, c'est le I de l'impasse. Et le troisième I, c'est le I de l'impuissance de la communauté internationale. Voilà le contexte dans lequel nous vivons. Et avec donc les défis, et le défi sécuritaire aujourd'hui semble être malheureusement donc un défi majeur, et le défi avec lequel nous devons faire face à l'avenir. C'est pourquoi donc face à des menaces collectives, face à des menaces qui ont le terrorisme aujourd'hui auquel nous faisons donc face, est une nouvelle génération donc de terroristes. C'est un phénomène mutant, c'est un phénomène complexe, c'est un phénomène qui a donc une grande capacité d'adaptation et d'adaptabilité, et c'est un phénomène aussi donc qui avance à visage masqué. C'est un ennemi qui vit donc à l'intérieur, et c'est un ennemi qui aujourd'hui donc n'a plus de profil. C'est pourquoi donc la coopération internationale et la coopération entre les États est nécessaire. Oui, il faut aussi donc dire que nous ne sommes pas seulement donc face
au terrorisme, mais face au terrorisme, face à la criminalité transnationale, la drogue, l'immigration illégale, il ne faut pas là qu'il y ait donc d'ambiguïté. On parle donc d'immigration illégale, c'est-à-dire plus exactement la traite des humains, et pas donc il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame entre migration, immigration donc et criminalité. Ce n'est pas donc le sujet. La question donc s'articule autour de la traite des humains et autour donc de ceux qui malheureusement donc exploitent la misère des humains pour atteindre donc des fins qui ont un caractère donc beaucoup plus criminel. Justement, professeur, puisque donc on est toujours dans ce cadre sécuritaire, mais aussi là, vous avez bien fait une belle introduction dans l'aspect économique aussi. En tant que président de la Fédération africaine des études stratégiques, le Maroc a fait un choix judicieux, un choix pour une coopération sud-sud. Oui. Vous ne croyez pas que la France, et notamment surtout la France et aussi l'Espagne, bien entendu, deux pays amis du Maroc, ne peuvent pas appuyer cette ouverture du Maroc vers le marché africain pour qu'il puisse, vu la crise économique qui touche l'Europe, vu ce qui se passe sur le monde, en termes de crise par-ci, par-là, le marché africain, que Sa Majesté a fait le déplacement dans plusieurs pays africains pour une coopération sud-sud, est-ce que le Maroc peut jouer ce rôle de tremplin, ce rôle d'intermédiaire entre les deux pays amis, la France et l'Espagne, pour l'accès au marché africain, mais aussi la possibilité à donner dans un deuxième temps aux compétences franco-marocaines d'être aussi des VRP pour cette promotion de coopération sud-sud? Oui, absolument. On l'a vu lors de ces dernières années, on l'a vu sur plusieurs créneaux aussi et dans plusieurs axes, et on a vu que l'axe Rabat-Madrid Paris a été donc un axe qui a consolidé la stabilité et le développement, un axe qui a joué aussi donc un grand rôle dans plusieurs moments difficiles, et qui a aussi donc permis par la coopération et les liens soudés donc entre cet axe et ces trois capitales donc à éviter beaucoup de passages donc qui étaient difficiles, et on l'a vu malheureusement donc avec cette année de grippe et avec aussi donc cette année de difficultés et d'impasse donc en matière donc de coopération et de suspension donc de la coopération judiciaire et économique et sécuritaire et par conséquent donc économique quelque part. On a vu que il y a eu donc des conséquences qui n'étaient pas malheureusement donc positives. Maintenant donc avec le retour à la normalité, je pense que le renforcement donc va être bénéfique. Maintenant sur justement la question ou la dimension plus exactement donc africaine, je pense qu'effectivement donc tout le monde est conscient, et ça ne date pas donc d'aujourd'hui, que l'Afrique est l'avenir du monde. Aujourd'hui donc le seul espace qui peut offrir des possibilités et des opportunités pour les États donc de continuer à s'épanouir et de continuer donc à réaliser une plus-value et à réaliser donc le développement, leur développement, et de se maintenir donc dans la mêlée des nations, c'est l'Afrique. L'Europe est un espace économique donc qui ne peut plus offrir donc d'opportunités. Il est saturé comme marché. L'Amérique, les Amériques aussi, l'Asie est dans la même situation. L'Afrique aujourd'hui est l'unique espace qui peut
offrir pour les États cette possibilité. C'est pourquoi donc on voit aujourd'hui donc une grande compétition internationale en Afrique. On voit aujourd'hui donc une présence sur le continent africain de plusieurs États. Donc chacun cherche à marquer son terrain et chacun donc cherche à avoir et chacun donc cherche à avoir donc une part du marché. On voit donc il y a les Chinois, il y a les Américains, il y a le Brésil, l'Inde, l'Europe et j'en passe, la Turquie. Donc tout le monde veut être sur le marché. Tout le monde veut être sur le marché africain. Le Maroc aujourd'hui a une présence importante en Afrique et grâce au choix de Sa Majesté le Roi et grâce aussi à cette action et la politique africaine du Maroc. Le Maroc aujourd'hui a beaucoup investi en Afrique. Le Maroc aujourd'hui est le deuxième grand investisseur en Afrique et le Maroc aujourd'hui en tant que deuxième grand investisseur, il couvre plusieurs domaines économiques sur le continent, que ce soit donc les télécoms, tout ce qui touche le BTP, tout ce qui aussi donc touche donc l'agriculture, les services, les banques, les assurances, etc. Donc la compagnie marocaine, donc la Royal Air Maroc, couvre plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et aussi donc de l'Afrique centrale. Donc le Maroc est un acteur de développement, est un acteur de stabilité aussi et de paix sur le continent. Le Maroc est présent dans plusieurs pays dans les casques bleus pour le maintien de la paix. Le Maroc apporte une grande aide humanitaire aux pays africains. Donc, et le Maroc, l'approche que Sa Majesté le Roi donc c'est une approche qui repose sur l'équation du développement et de la sécurité. Il ne peut y avoir de sécurité sans développement et il ne peut y avoir de développement sans sécurité. Exactement, les deux vont de pair. Exactement. Et je pense justement que la France, pays qui connaît bien l'Afrique, et essentiellement donc l'Afrique francophone, et la France donc qui a une histoire qu'elle a partagée donc avec beaucoup de pays africains, a sa place comme tous les autres sur ce continent. Et l'approche marocaine donc repose donc sur une coopération donc tripartite dans laquelle justement donc et je suis entièrement donc d'accord. Je pense que aborder aujourd'hui dans un monde donc de compétition l'Afrique avec un couple franco-marocain, ça peut être une bonne approche qui peut permettre donc aux deux pays de consolider, de créer, de développer et de protéger des espaces d'intérêt commun. Il y a des agendas internationaux contradictoires. La compétition donc va être de plus en plus rude et on a besoin donc d'y aller ensemble et d'y travailler ensemble, et on ne peut le faire qu'avec des partenaires avec lesquels donc on partage beaucoup de choses. Et je pense que dans le couple maroco-français et le couple bien sûr donc on le voit donc le tissu économique français est très fort au Maroc et il sera est clair renforcé, qu'il ne peut être que renforcé. Et la présence des compétences franco-marocaines peut être bénéfique. Je pense que aujourd'hui cette richesse historique est renforcée donc par cette richesse humaine. Le pont aujourd'hui qui consolide les liens entre les deux pays est un pont donc qui est humain
et ce pont donc humain, c'est ce qui va porter donc ces deux pays vers un destin commun et vers un avenir commun. C'est pourquoi justement donc on espère qu'avec ce qui est en train de se passer là en ce moment, donc comme action et comme travaux pour éviter à l'avenir donc tout ce qui peut nuire à ces relations et tout ce qui peut aussi donc permettre à ces relations entre ces deux pays amis d'être donc des relations basées sur le respect mutuel, des relations basées aussi donc sur tout ce qui peut donc permettre aux deux pays de développer des espaces d'intérêt commun. Professeur Mohamed Benhamou, expert international sur la question stratégique de sécurité, nous tenons à vous remercier infiniment de cette participation très constructive qui permettra à nos auditeurs et auditrices de comprendre un petit peu l'enjeu intéressant et important entre les deux pays, un enjeu vital, un enjeu où les intérêts des deux pays est considérable. Nous tenons à vous remercier de cette participation et vous êtes la bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel à tout moment pour développer d'autres créneaux d'actualité ou de thèses concernant la coopération sud-sud. D'ici peu de temps, on va rentrer en contact avec une deuxième personnalité française qui va nous parler de cet rapprochement tant attendu. D'ici là, donc je vous propose cette pause musicale. Certainement, ça vous fera plaisir entre deux grands chanteurs marocains, Abdelhadi Belkhiyat et Mohamed Abdelwahab. Shukran, c'est Mohamed Benhamou. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci. فين وانت فين يبلك الفرق يا مسكين شوف انا فين وانت فين يبلك الفرق يا مسكين قلت ليه الله سيدي فيت القصفة مودي وقلب رايد الله فيه قول لي الله يا سيدي فيت القصفة من مودي وقلب رايد الله فيه وقول لي سيدي بنت القصفة من ودي بنت القصفة من ودي وقلب رميت الله فيك قلت له الله يا سيدي بنت القصفة من ودي وقلب رميت الله وقلت لي أنا نبغي أنا نبغي شاف فيها شفت وقال لي سلف عليك حسنة محمد غير المزيانة صدقني يا حسنة محمد غير المزيانة من قلبي من قلبك صدقني يا حسنة محمد غير المزيانة صدقني يا حسنة محمد غير المزيانة نحلف من قلبي من قلبي كفي وضحك وزاد خلت معي هواد او ضحك وزاد خلت معي هواد خلت معي هواد قدام العادي والبادي قدام الرايح والغادي انا فين وانت فين يبلغ الفرق انا فين وانت
Comme c'était annoncé, le rapprochement entre les deux pays, la France et le Maroc, c'est un rapprochement historique, tant attendu, maintes fois été acclamé à travers notre émission depuis le premier jour avec le ministre Stine, un grand nombre de compétences marocaines et aussi franco-marocaines. M. Jawad El-Kardoudi, M. Driss Moudni, Isha Salki et d'autres, et aussi des ministres français qui ont acclamé cet rapprochement tant attendu, notamment M. Guinaud, M. Roland Dumas, M. Godefrin et bien d'autres. Et à cette occasion, nous souhaitons remercier aussi les deux présidents du Sénat, M. Christian Cambon, de son acharnement pour que cette affaire s'arrête, et aussi M. Luc Châtel, le président du groupe des amis au Maroc à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais cessé de défendre cet rapprochement entre le Maroc et la France et que la grille passagère s'arrête parce qu'il est temps qu'elle s'arrête. Comme on l'a annoncé au départ, on a eu le professeur Mohamed Ben Hamou par rapport cet rapprochement et une vision marocaine. Maintenant, nous sommes en direct avec une personnalité de très très haut niveau, une personnalité connue, reconnue à l'échelle internationale, qui nous honore pour la deuxième fois sur notre antenne par rapport à cette participation, n'est que le docteur Charles Saint-Pro. Bonjour, docteur. Bonjour. Avant tout, je vous souhaite une bonne et heureuse année à vous et à vos proches, et que cette année sera une bonne année pour la relation France-Maroc. Eh bien, merci. Et puis, il faut effectivement espérer que cette relation reparte du bon pied. Espérons-le. Juste une petite introduction pour nos auditeurs et nos auditrices. Monsieur Charles Saint-Pro, c'est un historien, géopolitologue, islamologue et aussi politologue français. Il est docteur en sciences politiques, juriste international, mais aussi il est directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques à Paris. Monsieur le professeur et monsieur le docteur et monsieur le directeur, il y a tellement d'appellations, mais je souhaite dire monsieur Charles Saint-Pro, un Français qui n'a jamais cessé de défendre cette relation France-Maroc. Que vous inspire-t-il ? Bien, tout d'abord, la relation France-Maroc, nous y sommes particulièrement attachés, surtout moi qui m'inscris dans la tradition gaulliste, et quand nous avons vu qu'il y avait un peu une perturbation dans cette relation, nous en étions très tristes parce que elle est l'un des fondements de ce qu'on appelle la politique arabe de la France, cette politique que l'Observatoire d'études géopolitiques et tous les scientifiques qui sont réunis dans notre institut s'emploient à défendre. Alors c'est vrai, il y a eu, du fait de certains milieux minoritaires, de cercles idéologiques qui ont tenté de saboter la relation France-Maroc, il y a eu une crispation ces derniers temps, ces derniers mois, mais il faut bien remarquer, vous l'avez souligné, que de nombreuses voix sont faites entendre pour déplorer cette situation, à droite comme à gauche, et je pense notamment au Premier ministre lui-même qui avait signalé qu'il fallait que la crispation franco-marocaine prenne fin, et finalement la raison l'a emporté. La coopération judiciaire et policière a été réanimée lors de la rencontre des ministres de la Justice des deux pays hier, le 31 janvier, et il est intéressant de noter que le communiqué final indique que l'objectif est de préserver le partenariat d'exception qui caractérise la relation entre les deux pays. Et il s'agit donc de tourner la page, de regarder vers l'avenir. C'est un retour à la normale. La normale, c'est quoi? Eh bien, c'est le partenariat d'exception et la coopération entre deux vieilles nations amies. Il suffit de rappeler l'ancienneté des relations entre nos deux pays depuis Louis XIV, puisqu'il y avait eu même le projet d'un mariage entre une parente de Louis XIV et le sultan du Maroc, et puis ces relations se sont toujours développées dans le bon sens, malgré quelquefois des hauts et des bas, notamment sous le protectorat, mais l'action par exemple du sultan Mohamed V pour renforcer ce lien après la libération et avant même
même pendant la Seconde Guerre mondiale, où le roi Mohamed V avait apporté un soutien entier, franc, sincère, loyal à la cause de la France libre contre l'Allemagne. Tout ça a consolidé des liens qui se sont aussi noués dans le sang, le sang échangé, les Marocains qui sont combattus aux côtés de la France et jusqu'à Strasbourg et jusqu'en Allemagne dans l'armée de Delattre. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier parce qu'il y a une relation exceptionnelle entre nos deux pays. Et puis, il faut bien voir tous les rapports humains. C'est les liens exceptionnels entre les deux peuples. Il y a plus de 80 000 Français qui vivent au Maroc. Chaque année, il y a des centaines de milliers de Français qui vont au Maroc, qui visitent le Maroc. Et il y a aussi des centaines de milliers de Marocains qui travaillent en France. Donc on voit bien la solidité humaine, politique, culturelle entre nos deux pays. L'implication des Marocains résidant ici en France, on la voit sur un niveau très élevé. Le meilleur exemple, Najat Vallaud-Belkacem, en tant que ministre, qui est à l'intérieur du gouvernement, une franco-marocaine. Il y en a d'autres, hein, donc comme Rachid Dati. Oui, il y a beaucoup d'élus locaux qui sont d'ailleurs franco-marocains, on les connaît moins, mais il y en a pas mal. Et puis, il y a, moi je vois à l'université, nous avons beaucoup d'étudiants marocains, ou d'étudiants et d'étudiantes d'ailleurs, qui sont de très bon niveau et qui font honneur au Maroc par leur réussite. Et je crois que tout cela, c'est une dimension intéressante. Je crois que la relation entre les deux pays, elle est assez exceptionnelle. C'est d'ailleurs cette relation exceptionnelle qui a permis de dépasser les dysfonctionnements qu'on a pu noter au cours des derniers mois. Ces dysfonctionnements n'étaient pas normaux. Il y avait, et je pense qu'il fallait les dépasser, et le fait même qu'il y ait une relation exceptionnelle entre les deux pays a permis de les dépasser. Justement. Je crois que, oui. Justement, monsieur le professeur, mais il y avait un dysfonctionnement. Comment peut-on éviter à l'avenir ce dysfonctionnement? Je pense qu'il y a eu un dysfonctionnement parce qu'il y a quand même, il faut être clair, des cercles idéologiques et un lobbying peut-être d'un État étranger qui utilise des associations militantes qui sont depuis la guerre froide des relais de transmission qui ont cherché à susciter des provocations. Et je pense que il y a eu des dysfonctionnements parce que ça a été mal géré d'emblée. Il fallait mettre fin à ces provocations et rétablir les choses rapidement. Je crois qu'aujourd'hui, de part et d'autre, on a bien compris qu'il faut être très vigilant pour ne pas laisser des pêcheurs en eau trouble essayer de saboter une relation bilatérale qui est essentielle pour les deux pays. Et c'est pour ça que moi je dis que le règlement qui est intervenu hier, et j'espère que ça se poursuivra à encore plus haut niveau, et que peut-être les deux chefs d'État se rencontreront pour bien sceller le pacte franco-marocain qui doit continuer. Il n'est pas question de voir dans le développement positif une situation où il y aurait un gagnant et un perdant. C'est un accord gagnant-gagnant qui est intervenu hier, un accord gagnant-gagnant conforme aux intérêts fondamentaux de la France et du Maroc. Bien entendu. Et ces intérêts consistent à maintenir et à renforcer une relation qui doit être conçue comme une relation stratégique. Ce n'est pas une relation de petit intérêt mercantile, ce n'est pas une relation banale, c'est une relation stratégique, ça doit être une relation dense, multidimensionnelle entre les deux pays et qui touche tous les niveaux, pas uniquement le plan sécuritaire, même si aujourd'hui, bien sûr, la coopération sécuritaire est de première importance, parce que Paris et Rabat sont en pointe dans la lutte contre la menace terroriste. Ce sont deux pays qui sont habitués à collaborer et à unir leurs efforts contre les menaces terroristes pour garantir aussi la stabilité dans la région sud-méditerranéenne. Et cette coopération sécuritaire, policière, judiciaire, c'est une nécessité absolue face à la menace terroriste. Et là, tout le monde sait que le Maroc est au sud de la Méditerranée, le seul État qui lutte sérieusement avec des moyens efficaces et avec une détermination sans faille et sans arrière-pensée contre l'insécurité et l'instabilité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, récemment, les États-Unis ont récemment repris leur aide militaire au Maroc, en incluant d'ailleurs les provinces du Sud, le Sahara marocain. Donc c'est dire si
la France, qui est pleinement engagée dans le combat antiterroriste et pour la stabilisation du Sud méditerranéen, a besoin du Maroc, et si dire si les deux pays doivent bien entendu unir leurs efforts comme ils l'ont toujours fait. Bien entendu. Professeur, juste une question, parce qu'on a parlé comme quoi certainement il y a une partie tierce qui a animé cet incident, que j'ose dire une grille passagère qui est finie maintenant. Est-ce qu'on peut tirer une conséquence qui est assez importante autant que Marocain, c'est-à-dire autant que lobby marocain, d'anticiper ces menaces qui, moi je les estime, ce sont des menaces qui pèsent sur notre relation avec la France, et que le lobby marocain doit intervenir, doit anticiper des actions en termes de communication, en termes de rencontres et de débats avant que des choses arrivent à ce qui est arrivé récemment. Je pense que moi je veux pas qu'on raisonne en termes de lobby, parce que s'il y a un lobby d'un pays tiers qui essaye de faire des problèmes entre la France et le Maroc, je pense qu'il a tort, parce que ce n'est pas comme ça qu'on agit. L'amitié d'ailleurs entre la France et le Maroc, elle est exclusive, elle n'est pas exclusive, enfin elle est fondamentale, ça ne conduit pas la France à être l'ennemi de quiconque, mais je pense qu'on ne peut pas tolérer le lobbying d'un État étranger qui pour venir perturber la diplomatie française et les relations qu'a la France avec un pays ami. C'est intolérable. Ce que peuvent faire les Marocains de France, c'est justement continuer à être exemplaires, c'est continuer à démontrer qu'ils sont des gens qui participent au dialogue entre les deux nations, qu'ils sont aussi des gens qui portent une certaine idée d'un islam modéré, un islam du juste milieu face aux extrémistes. C'est vrai qu'il y a au Maroc, parce que c'est traditionnellement, parce que aussi peut-être l'action du roi qui est commandeur des croyants, il y a une conception de l'islam qui est très intéressante, parce que c'est l'islam vrai, c'est l'islam de la tolérance, c'est l'islam du juste milieu, c'est l'islam qui combat les déviations extrémistes, et d'ailleurs on voit bien cette action qui se développe par l'intermédiaire de l'enseignement des imams dans les pays africains. Le Maroc apporte une aide considérable aux pays africains pour combattre l'extrémisme, et je crois que les Marocains de France doivent aussi jouer un rôle dans ce domaine pour exprimer la voix de l'islam modéré, de l'islam de la tolérance, de l'islam qui est le vrai islam, et de donner une vraie image de ce vrai islam. Ça c'est très important. Et puis bien sûr, les Marocains de France, ils ont raison d'être attachés à leur pays. C'est un pays, c'est une vieille nation, le Maroc, c'est une vieille civilisation. Exactement. C'est un pays dont ils doivent être fiers d'être ressortissants ou d'être originaires, parce que c'est un pays qui a marqué l'histoire et qui doit continuer à la marquer. Et je crois que c'est entre deux vieilles nations, il faut bien sûr les liens humains. Et donc les Marocains de France, eh bien, ils participent à ces liens humains. Il faut qu'ils montrent cette image exemplaire de gens qui sont des patriotes, qui sont des croyants, qui sont des gens attachés à leur identité, et en même temps qui sont des artisans du dialogue des cultures, des artisans du dialogue des civilisations, ce dialogue dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Vous ne croyez pas qu'il faut multiplier les opérations de communication, parce que l'amalgame est rapide avec ce qu'on vit actuellement en France. Est-ce qu'il y a matière de multiplier les mesures de communication à travers des événements, à travers des rencontres, à travers des conférences, pas qu'à Paris, parce que Paris, certes, c'est la capitale, mais il y a d'autres villes qui sont très intéressantes, là où il y a les ennemis de l'intelligence territoriale sont très actives, pour faire face à cette menace qui est bel et bien réelle. Oui, je pense qu'il est très important de faire de l'information et de faire des activités diverses. Avant-hier, nous avons organisé à la faculté de droit à Paris, l'Observatoire d'études géopolitiques et le centre de recherche de l'université, nous avons organisé un colloque sur l'islam et les droits de l'homme, pour démontrer, par exemple, que l'islam a été très en avance en matière de droits de l'homme. On ne sait pas que c'est l'islam qui a été le premier à codifier le droit de la guerre, par exemple, et cela au 7e siècle, au 8e siècle, c'est-à-dire bien avant les conventions de Genève. Bon, je crois qu'il est très important
qu'on multiplie, et pas seulement à Paris, vous avez raison de le dire, des conférences pour expliquer un peu les choses, pour expliquer l'islam modéré, pour expliquer aussi les enjeux stratégiques et géostratégiques au Sahel, au Sahara. L'affaire du Sahara marocain qui est montée de toutes pièces, qui est un reliquat de la guerre froide, ça a été créé artificiellement par les anciens blocs soviétiques et par l'Algérie pour créer une brèche dans le Maroc, pour créer un débouché vers l'Atlantique au profit de l'Algérie, mais surtout au profit du bloc de l'Est. Tout ça, cette affaire est scandaleuse parce que aujourd'hui tout le monde sait que ça ne mène à rien, que ce séparatisme voulu, encouragé par l'Algérie, n'aboutira jamais. Or, ça divise les peuples, ça empêche la constitution de l'union, de l'intégration du Maghreb qui serait si nécessaire, et c'est aujourd'hui un des facteurs essentiels de déstabilisation de la région. On connaît les liens qu'il y a entre les séparatistes du Polisario avec les narcotrafiquants qui pullulent dans cette région. On connaît les liens qu'il y a entre ces séparatistes et des membres d'Al-Qaïda. Il y a donc toute une zone d'instabilité avec des pêcheurs en eau trouble, avec des groupes terroristes qu'il faut combattre. Et je pense que c'est important aussi d'informer les gens sur ces problèmes de stabilité et de géopolitique dans cette région du monde. Et donc il y a beaucoup d'actions à mener, d'actions d'information, pas d'actions de propagande. Il ne s'agit pas d'opposer à la propagande payée à grands frais par les uns une autre propagande. Il s'agit de faire de l'information, peut-être par des colloques, peut-être par des conférences, peut-être par des radios comme la vôtre, etc., pour expliquer les choses d'une façon pesée, d'une façon scientifique et de façon à montrer la réalité des choses. Vous avez parlé, professeur, c'est ma dernière question, si vous le permettez, vous avez parlé du Grand Maghreb. Vous ne croyez pas que les franco-marocains, les franco-algériens, le franco-tunisien ont-ils une part de responsabilité de travailler dans ce sens pour imposer au moins, ou donner leur avis au moins à nos dirigeants dans les trois pays, comme quoi le Maghreb, c'est la chance pour tout le monde? C'est clair que l'union, l'intégration du Maghreb est une nécessité. Les économies sont démontrées que la non-intégration du Maghreb, c'est 2 points de croissance en moins pour chaque pays chaque année. Et 2 points de croissance, c'est important parce que c'est ce qui manque pour créer les emplois nécessaires, c'est pour assurer un vrai développement. Bon. Donc, et puis, c'est aussi une source d'instabilité. Quand on pense, enfin, je ne veux pas faire de polémique, mais tout de même, les milliards de dollars que dépense chaque année le régime algérien pour faire la propagande du séparatisme et pour faire de la propagande anti-marocaine. Vous ne pensez pas que ces milliards seraient mieux employés s'ils étaient employés déjà pour le bénéfice du peuple algérien, pour le développement de l'Algérie et aussi pour une coopération intermaghrébine qui permettrait au Maghreb de mieux peser sur la scène internationale. Cette division fait que les pays du Maghreb viennent isoler, discuter avec l'Union européenne, avec les grands ensembles internationaux. Ils sont donc beaucoup trop faibles. Donc, il y a aujourd'hui une vraie nécessité. L'Union du Maghreb, l'intégration économique du Maghreb, ça serait des centaines de milliers d'emplois en plus. C'est-à-dire que ça résoudrait une partie du chômage de ces pays. Ça offrirait aussi des perspectives. Je parlais des étudiants maghrébins en France. Ça leur offrirait des perspectives de travail supplémentaires dans ces pays. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité. Et peut-être que vous avez raison, les franco-maghrébins, les Marocains de France, les Algériens de France, les Tunisiens de France, devraient peut-être unir leurs efforts pour dire, nous voulons de l'intégration maghrébine, qui serait d'ailleurs aussi une étape vers une meilleure coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Il faut bien voir que l'intégration maghrébine favoriserait aussi une sorte d'intégration euro-méditerranéenne dont nous avons vraiment besoin. Parfait, docteur Charles Sainte-Baume, nous tenons à vous remercier de cette intervention
très 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 importante dans notre émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée pour la promotion de la relation France-Maroc, et nous sommes très heureux que cette relation reprend du plus belle et que l'avenir est encore meilleur. Il est 14h55, il me reste 5 minutes pour la fin de mon heure hebdomadaire pour cette émission. Je tiens à vous remercier infiniment. Je vous remercie et je suis vraiment très heureux que la relation France-Maroc redémarre parce que vraiment elle est dans l'intérêt de nos deux pays amis. Vive la France et vive le Maroc. Vous l'avez dit. Merci docteur et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. حسنة محمل غير المزيانة صدقوا النية حسنة محمل غير المزيانة من قلبك صدقوا النية حسنة محمل غير المزيانة صدقوا النية حسنة محمل غير المزيانة نحلف من قلبي من قلبي أفي أضحك وزاد خلى دمعي هواد أو أضحك وزاد خلى دمعي هواد خلى دمعي هواد قدام العادي والبادي قدام الرايح والغادي أنا فين وأنت فين يبلغ الفرق يا مسكين يشوف أنا فين وأنت فين يبلغ الفرق يا مسكين أو قلت لي الله سيدي في تلقى الصفا من ودي رغيت الله فيك قلت لي الله سيدي في تلقى الصفا من ودي وقلب رغبت الله فيك قلت لي أنا كنبغيك أنا كنبغيك شافية شوف العدو قال لي سيداتي ونسادتي إلى الملتقى الأسبوع المقبل إن شاء الله في حلقة جد هامة في إطار الاحتفال بهذه العودة لعلاقة الدفء ما بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية. هنيئا لبلدنا، هنيئا لجميع مغاربة العالم وخاصة لفرانكو ماروكان، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.